Bien, bonjour à tous et bienvenue. Alors, pour les gens qui se joignent à nous, je me présente, je suis Gabriel Durani, président-directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, et je serai votre maître de cérémonie pour l'importante annonce à laquelle nous sommes conviés, pour laquelle vous êtes rassemblés. Alors, comme vous le savez, la QPR représente le secteur de la production d'énergie renouvelable et participe activement depuis maintenant plus de 30 ans à tous les échanges sur notre secteur et qui regroupe en fait les intervenants de plusieurs filières. Les filières hydrauliques, éoliennes, solaires, le gaz naturel renouvelable, la biomasse, les biocarburants et oui, l'hydrogène vert depuis quelques années. Bien entendu, notre mission, elle est de hausser la production d'énergie renouvelable de sources indépendantes au Québec. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est très heureux, très fiers que le gouvernement ait choisi notre colloque annuel afin de dévoiler sa vision stratégique du développement de l'hydrogène vert et des bioénergies au Québec. Alors, au cours de cette conférence de presse, prendront la parole M. Jonathan Julien. Bonjour, M. le ministre. Alors, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, ainsi que de la région de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. M. Benoît Charette, bonjour, M. le ministre, sera également parmi nous et il est bien entendu le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, sans plus attendre, puisque vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre, j'invite M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonathan Julien, à venir vous adresser un mot de bienvenue. Rebonjour tout le monde, quel plaisir de vous revoir. Hier, je pense que vous avez eu des belles journées depuis les 2 dernières journées. Et aujourd'hui, avec mon collègue Benoît, on vient vous présenter une stratégie qu'on a travaillée très fort. D'entrée de jeu, je tiens à saluer M. Durani, je tiens à saluer mon cher collègue Benoît Charette, je tiens à saluer mes collègues qui sont dans la salle. Naturellement, que je ne vois pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Naturellement, tous les gens du MERN, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, d'entrée de jeu, je dis ça, ma collègue, parce qu'au ministère, moi, j'appelle tous les directeurs, les gestionnaires, les sous-ministres associés, tout le monde. Pour moi, je les appelle mes collègues. Parce qu'on travaille très bien ensemble. C'est toujours un plaisir, Marie-Josée Lisotte. Merci d'être ici, chers collègues. Chers participants au colloque de l'ACPER, je l'ai dit hier, je le redis, vous êtes certainement une source d'inspiration importante pour les gestes gouvernementaux qu'on pose. Vous nous poussez des fois dans nos derniers retranchements, mais vos connaissances, votre expertise fait en sorte qu'on fait des choix, je pense, judicieux, qui répondent à vos ambitions et aux nôtres également. Alors, merci d'être là. Ça me fait plaisir, justement, de vous présenter cette stratégie qui somme toute, est fort attendue. Je suis heureux d'être accompagné de mon collègue Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Notre présence à tous les deux ici, puis on a travaillé aussi avec d'autres collègues, dont Pierre Fitzgibbon, de manière assez importante. Il vous salue, il est à Davos actuellement, mais il aurait aimé ça être parmi nous aujourd'hui. Mais justement, cette synergie-là, environnement, économie, ressources naturelles, pour nous, ça démontre clairement que notre gouvernement a à cœur cette transition énergétique pour faire du développement socio-économique du Québec qui va bénéficier à toutes les régions du Québec. Vous le savez, c'est une stratégie qui aura des répercussions très positives sur l'atteinte de nos cibles de réduction de GS, sur le développement économique régional, mais aussi sur notre sécurité comme nation et notre autonomie énergétique. Sécurité, autonomie énergétique, avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est des éléments qu'on doit garder en tête. Je vais avoir l'occasion de vous présenter d'une manière assez détaillée, dans quelques instants, tout ce qui est de la stratégie et de ses axes d'intervention. Mais permettez-moi, avant de le faire, d'inviter mon collègue Benoît Charette à venir vous adresser quelques mots. Merci.
Merci Jonathan. Bonjour tout le monde. Un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Les représentants de l'ACPER, mais également tous leurs membres. Franchement, une très, très belle audience. Et souvent, lorsque je rencontre des groupes, je n'ai pas l'accueil que tu reçois, donc je suis presque jaloux, mais content. Fait que je profite un petit peu de l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé, donc ça fait du bien. Donc, bonjour tout le monde, cher Jonathan. En fait, ce qu'il va vous dévoiler tout à l'heure, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Et ce, autant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue économique. Et Jonathan, tu le dis à juste titre, je ne pense pas que les gouvernements précédents avaient réussi à créer cette alliance-là entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, le ministère des Ressources naturelles. C'était souvent des ministères qui se regardaient avec un petit peu de méfiance, alors que la collaboration, elle est nécessaire. Donc, que de belles nouvelles qui vous seront confirmées tout à l'heure. Et le déploiement de ces filières, autant hydrogène vert que des bioénergies, ça devient une partie incontournable de notre défi au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Ça devient une pièce maîtresse de ce mandat, de cette cible qu'on s'est donnée, et elle est ambitieuse. On se le répète souvent. On a comme bilan actuellement par rapport à l'année de référence qui est 1990, à peu près 3 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et on vise, 37,5 d'ici 2030. Donc, il faudra faire essentiellement 12 fois plus en 8 ans qu'on ne le fait sur une période de 30 ans. Donc, le défi, il est colossal et vous êtes, à travers ce que vous représentez comme innovation, comme entreprise, une très, très grande partie de la solution. Et quoi de mieux que les solutions que vous mettez de l'avant pour remplacer les hydrocarbures que l'on peut consommer ici au Québec. Et c'est certain qu'on mise beaucoup sur l'hydroélectricité. Vous avez entendu beaucoup le premier ministre, notamment, parler de l'électrification de nos transports, l'électrification également de nos entreprises, l'électrification de nos bâtiments. Oui, on peut compter sur cette source d'énergie qui est très précieuse pour nous, gens du Québec. Mais malheureusement et heureusement pour plusieurs de vos entreprises, l'hydroélectricité n'est pas la solution pour toutes les situations. Dans certains cas, les procédés industriels ne le permettent pas, et dans d'autres cas, d'un point de vue économique, on n'est tout simplement pas avantagé, d'où la nécessité de recourir tantôt, on en parlera à l'hydrogène vert, sinon aux bioénergies. Donc, c'est un travail là, qui va se faire au cours des toutes prochaines années. Je vous parlais de cibles tout à l'heure. Essentiellement, d'ici 2030, il faut aller chercher en diminution de GES l'équivalent de 31 mégatonnes. C'est immense, c'est ça, je le répète souvent, une mégatonne, c'est 1 million de tonnes de GES. C'est la stratégie que va nous présenter Jonathan dans quelques instants. À elle seule peut représenter un potentiel de 4 mégatonnes. Moi, quand on me parle de projets en mégatonnes, je suis un gars heureux. Je suis heureux parce que souvent, toutes les réductions sont intéressantes, toutes les réductions valent la peine, mais souvent, on va aller chercher un 100 000, 200 000 de réduction en matière de GES, mais là, on parle de mégatonnes. Donc, merci, Jonathan. Et pour notre objectif d'ici 2030, c'est essentiellement, en fait, c'est plus que 13 % du travail à faire qui est entre les mains de cette stratégie avec naturellement votre contribution. Et de façon bien précise, vous avez peut-être entendu parler du plan de mise en œuvre 2022-2027 qu'on a présenté il y a quelques semaines maintenant, bien pourvu en termes de budget. On parle de 7,6 milliards de dollars. Et de ce plan de mise en œuvre, il y a des stratégies là, qui sont directement financées ou interpellées dans l'annonce qui vous sera faite dans quelques instants. Donc, on parle notamment de financer la recherche sur l'hydrogène vert et les bioénergies et pour soutenir le développement de ces filières stratégiques. On parle aussi dans les mesures financées de faciliter l'achat d'équipements permettant de réduire les émissions de GES dans le secteur industriel, commercial, industriel. On parle également de favoriser la production de gaz naturel renouvelable en finançant, par exemple, des études de faisabilité et la réalisation de projets. Donc, ça aussi, c'est prévu dans le plan de mise en œuvre. Et enfin, il y a aussi la possibilité de bonifier le programme Techno-Climat qui soutient l'innovation en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est déjà dans le plan de mise en œuvre, mais maintenant, avec la stratégie dévoilée,
vous aurez plus concrètement une idée de quelle façon on peut vous accompagner dans le travail que vous faites au quotidien. Votre travail qui aide le nôtre, donc on devient très certainement des partenaires. Donc, ce n'est pas non plus moi que vous êtes venu entendre cet après-midi, donc je n'en dirai pas plus. Très curieux d'entendre mon collègue Jonathan dans les prochains instants, mais un gros merci pour votre travail et ce sera intéressant au cours des prochaines années. En fait, on a une grande partie de la solution au défi qui est le nôtre, qui est ici présente dans la salle. Donc, merci pour votre contribution et une belle fin de journée. Merci. Alors, merci, M. Charette. Nous aussi, on aime les mégatonnes. Et je vais en profiter pour, pour inviter à nouveau Monsieur le ministre Julien, bien entendu, à vous adresser la parole pour dévoiler les détails de la stratégie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Donc, c'est très apprécié. Hein? Donc, c'est moi qui prends le contrôle en plus. Alors, je vais essayer de me suivre moi-même. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant, là, de vous présenter les grandes lignes de la stratégie qu'on veut justement porter comme gouvernement. Notre gouvernement en a fait beaucoup. En a fait beaucoup depuis 2018. J'en ai parlé hier à l'ouverture de votre congrès. Et là, la stratégie est la suite pour moi, la suite pour nous, la suite logique qui va donner justement une impulsion à plusieurs de nos actions. La stratégie, nous l'avons bâtie ensemble. Nous l'avons bâti, vous et moi, avec mes collègues du ministère, que je salue encore une fois, que je tiens à remercier très chaleureusement, avec l'expertise qu'ils ont, ce qu'ils ont pu produire. Je me permets de sortir un peu également du texte que j'ai pour la stratégie, pour offrir une pensée toute spéciale à Dominique Desjardins, sous-ministre associé qui s'occupe de la transition énergétique, qui a perdu son père et qui, malheureusement, là, a travaillé très, très fort sur cette stratégie et qui aurait vraiment souhaité être avec nous aujourd'hui. Donc, je lui offre premièrement mes mots de sympathie et bon courage et je la remercie. Si elle nous suit sur Facebook, Dominique, on est avec toi. OK, alors, maintenant, commençons. C'est supposé fonctionner si je pèse sur le bon piton. Yes! D'entrée de jeu, rappelons-nous, en fin de compte, pourquoi la stratégie est si importante. Nous sommes dotés de cibles ambitieuses, tant en matière climatique qu'énergétique. Je suppose que je ne suis pas à la bonne acétate, parce que sont ici les cibles. Donc, acétate, ça trahit mon âge. Donc, c'est l'image qu'on dit maintenant. Donc, il y a 3 cibles importantes qu'on voit ici. On doit réduire tous ensemble, Benoît le mentionnait, de 37,5 nos GES par rapport au niveau de 1990. Le malheur qu'on a, c'est qu'on est à moins 3, puis l'objectif, c'est 2030, puis il nous reste 8 ans. Mais on a bien l'intention d'atteindre ensemble cette cible audacieuse que s'est donnée le Québec. On a la chance au Québec de pouvoir justement compter sur des atouts que d'autres n'ont pas, comme par exemple, l'électricité chez nous est renouvelable à 99 95 d'hydroélectricité, 4 un peu plus que 4 d'éoliennes. Puis en réalité, je pense que c'est 99,4 parce qu'il y a 0,6 pour des réseaux isolés qui fonctionnent encore aux hydrocarbures et qu'on travaille avec Hydro-Québec justement pour réduire. Cet enjeu-là nous amène à un autre problème cependant. Quand on est premier de classe, il est difficile de s'améliorer. Pour y arriver, il faut justement trouver des stratégies où on va additionner chacun des gestes pour prendre toutes les mesures possibles pour atteindre l'objectif de moins 37,5 Si, par exemple, on n'était pas premier de classe et on avait des émissions de 60 tonnes de GS année par personne, une réduction de 37,5 mais on a 9,9 tonnes de GS par personne au Québec. Donc, déjà, de réduire de 37 on vient quand même couper dans des éléments où on est assez, contrairement à moi, assez mince. Donc, il faut travailler fort. Pour atteindre la cible, par la multiplication des efforts, notamment dans le secteur des transports, de l'industrie et du bâtiment, chaque geste va compter. On doit également, la deuxième cible,
réduire de 40 la consommation de produits pétroliers d'ici 2030. Alors ça non plus, ce n'est pas simple, mais c'est primordial. Quand on regarde l'état de situation au Québec, on sait que 70 de nos émissions de gaz à effet de serre, de GES, proviennent justement de sources énergétiques fossiles. Donc, l'atteinte de ces cibles-là est essentielle pour être cohérent avec les objectifs qu'on s'est donnés. On a déjà posé des gestes importants pour justement s'avancer sur cette cible-là, comme l'interdiction du chauffage au mazout. On a également l'entente Biénergie qui a passé la semaine dernière ou cette semaine, je ne suis plus mes jours, tellement que ça va vite, récemment à la Régie de l'énergie qui a approuvé, en fin de compte, l'entente Biénergie entre Énergir et Hydro-Québec, une entente novatrice. Encore là, le Québec peut le faire parce qu'on a un monopole hydroélectrique et une gazière, somme toute, qui a une grande partie du marché. Donc, c'est des ententes qu'on peut réussir à faire au Québec qui sont très porteurs. Alors, je pense qu'on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, mais encore là, les défis sont déjà engagés. On doit le poursuivre. Et finalement, la troisième cible qui est visée par la stratégie, c'est celle d'augmenter la production au Québec de 50 de la production de bioénergie ici, chez nous. Et on compte ici sur vous tous, pour toutes ces cibles-là, les acteurs de l'industrie des énergies renouvelables, pour justement nous aider à être en mesure d'atteindre ces cibles-là. On est déjà en action, vous le savez, avec le gaz naturel renouvelable. On a également les biocarburants. On a la mise en valeur des biomasses forestières qu'on travaille également. Et on doit accélérer, on le constate, accélérer la cadence pour y arriver. Et justement, la bioénergie, l'hydrogène vert, toute la stratégie, elle s'inscrit essentiellement dans cette volonté d'accélérer la cadence pour nous amener éventuellement vers la carboneutralité en 2050. Voici également d'autres résultats qui sont recherchés. En plus de l'attente de nos trois cibles, qu'est-ce qu'on veut faire avec la stratégie? Il y a plusieurs autres objectifs ou sous-objectifs qui sont importants pour nous. La stratégie nous permet d'atteindre justement ces sous-objectifs-là en réduisant notre consommation d'énergie, en électrifiant un maximum d'usages et en remplaçant nos sources d'énergie fossile par de l'énergie renouvelable. Ici, je prends un temps d'arrêt, c'est pour dire, c'est toujours comme ça qu'on voit les choses. Mme Brochu, Sophie Brochu le mentionne clairement, l'économie d'énergie, la sobriété énergétique, c'est le meilleur geste qu'on peut poser. L'électron qu'on économise, c'est celui qui coûte le moins cher. Deuxièmement, l'électrification directe est le deuxième meilleur geste qu'on peut poser, c'est-à-dire l'électron qu'on utilise directement de l'hydroélectricité est celui qui est le plus porteur en termes d'efficience. Et troisièmement, c'est là que la stratégie biocarburant et hydrogène arrive. C'est pour certains secteurs d'activité, il est clair qu'on doit additionner tous les gestes. Et l'utilisation, en fin de compte, de ces vecteurs énergétiques-là est essentielle au Québec pour y arriver. Alors, on veut réduire notre dépendance aux énergies fossiles et les effets pervers qui en découlent. C'est un choix, en fin de compte, qui, en plus de favoriser la transition énergétique, est un choix qui, économiquement, est intelligent pour le Québec, c'est-à-dire qu'on remplace des énergies qui sont importées par des énergies produites localement, ici au Québec, qui génèrent justement à la fois des retombées économiques importantes dans des régions du Québec qui ont tout le mérite, justement, d'exploiter ces ressources-là pour les fondements de notre stratégie énergétique. L'hydrogène vert et les bioénergies sont un exemple, justement, concret de ce qu'on a qualifié d'économie circulaire au bénéfice des Québécois, au bénéfice des Québécoises, et vous êtes tous là pour y contribuer avec nous. Maintenant, c'est quoi nos priorités d'action pour justement y arriver? C'est important pour nous autres de situer le rôle de l'hydrogène vert et des bioénergies justement dans cette grande équation de la transition énergétique. On le dit souvent, je le répète, l'électron direct et celui qui est le moins cher, c'est celui qu'on économise. L'électrification directe, on est d'accord là-dessus, mais au-delà de ça, si on veut atteindre nos cibles, on doit justement aller chercher chacune des sources supplémentaires de réduction de GS. Le Québec
est un immense producteur d'énergie électrique renouvelable. C'est l'une des plus grandes richesses qu'on a au Québec. Toutefois, aujourd'hui, dans un avenir rapproché, vous le saviez mieux que moi, vous êtes dans ces secteurs-là, il y a certains secteurs, industrie lourde que Benoît mentionnait, transport lourd, où il n'y a pas de potentiel d'électrification directe. Et ce que je dis à mes collègues des banquettes d'opposition, on n'a pas le luxe d'attendre que ça existe pour poser les gestes. Parce que c'est maintenant qu'on doit agir et qu'on doit optimiser les retombées en termes de réduction de GS au Québec. Et c'est justement ce que les bioénergies et l'hydrogène vert peuvent faire pour obtenir des résultats probants, rapides, au bénéfice, en fin de compte, de la transition énergétique. C'est d'ailleurs le grand avantage des bioénergies. Leur utilisation a été prouvée. Bioénergie, ça fonctionne. Ces bioénergies-là peuvent facilement, justement, être déployées à moindre coût. La molécule n'est pas différente, en fin de compte, de celle fossile. Donc, pas de grand besoin de changer les équipements. Donc, potentiellement, ici, on a un grand gain sans trop de CAPEX à l'intérieur des entreprises qui devront l'incorporer. Donc, oui, allons-y gaiement. Notre vision est claire. Ce qu'on veut, c'est accroître la place de l'hydrogène vert et des bioénergies pour réduire nos GS ici, au Québec. Je répète, réduire nos GES ici, au Québec. C'est important, ça. L'hydrogène vert, on en est. La stratégie vise justement à permettre le développement de cette industrie de l'hydrogène vert pour des besoins de décarboner le Québec. Alors, pour nous, l'utilisation de l'hydroélectricité, c'est pas moi qui ai changé ça, là. C'est correct? La prochaine déjà, mais elle n'avait pas fini. Pour nous, c'est important qu'on va utiliser l'hydroélectricité, qui est une des plus grandes richesses du Québec, de l'utiliser à des fins de décarbonation de notre État avec les objectifs qu'on a. Donc, à moyen et long terme, même à moyen terme certainement, la production d'hydrogène vert, d'ammoniac, etc., ne visera pas l'exportation, parce que ça serait utiliser nos électrons d'Hydro-Québec, notre richesse à tous, pour décarboner nos voisins. Et on a assez de défis chez nous pour s'assurer que la décarbonation qu'on va privilégier sera chez nous, dans les industries et le transport lourd du Québec. Maintenant, on pense que ça va permettre de diversifier, de renforcer toutes les régions du Québec, l'utilisation de sources locales, de production qui vont justement renforcer notre économie chez nous. C'est une stratégie qui contribue à l'atteinte de notre autonomie énergétique, justement, au Québec. Maintenant, si on regarde les utilisations prioritaires, quand on lance une stratégie comme ça, puis on a fait 2 périodes de consultation, puisqu'on n'est pas expert en cette matière, je pense que l'expertise, elle appartient à un grand groupe dont vous faites partie, on a regardé les utilisations à prioriser. On veut d'abord réduire notre consommation d'énergie, on veut électrifier, mais après ça, d'ici 2026, l'utilisation de l'hydrogène vert et des bioénergies sera ciblée pour des usages à plus grande valeur ajoutée, ceux justement qui ne peuvent pas bénéficier de l'électrification directe. On veut avoir le plus d'efficience possible dans les projets qui seront avec la bioénergie et l'hydrogène vert. Ici, on voit un tableau sommaire où on a bien regroupé ces éléments-là qui, pour nous, sont les plus porteurs dans la suite des choses par rapport à l'utilisation efficiente de nos ressources. Si on regarde ici un tableau, c'est plus l'utilisation prioritaire pour l'hydrogène vert. Pour être en mesure de bien s'adapter à cette nouvelle filière, on va prioriser les utilisations qu'on qualifie, c'est Mathieu qui m'avait pris ce terme-là, sans regret, c'est-à-dire celles où l'on sait déjà aujourd'hui qu'elles sont des grands consommateurs d'énergie et pour lesquelles on sait déjà également que l'électrification directe ne peut pas être appliquée. Alors, à gauche du graphique, c'est bien ça, c'est à gauche pour vous, puis c'est à gauche pour moi également. À gauche du graphique, on voit bien ici que l'électrification directe est plus efficiente pour certains secteurs, toute la section bleutée.
C'est le cas, entre autres, l'exemple facile, c'est le chauffage résidentiel là, qu'on voit complètement en bas à gauche. Mais pour ceux à droite, on sait déjà que l'électrification va être difficile pour encore plusieurs années. C'est là que l'hydrogène vert, c'est là que les bioénergies seront très efficaces dans une perspective d'additionner les résultats en réduction de GS. Donc, on va focaliser notre attention sur ces éléments-ci qui n'atteignent pas une électrification directe au prix d'un effort raisonnable et qui sont fortement énergivores en termes de consommation et d'émissions de GS. La recherche va nous permettre justement, tout le monde ensemble, de raffiner ces choix. On voit déjà le fort potentiel de l'hydrogène vert pour l'application industrielle de certains secteurs et certains modes de transport lourd. On a un bel exemple tantôt juste devant ici, là, le transport lourd avec l'hydrogène vert. Je pense qu'il y a des voies d'avenir importantes. Également, il y a une voie importante d'avenir pour remplacer l'utilisation d'hydrogène gris. On a déjà l'hydrogène gris qui est utilisé au Québec. Donc, on pense qu'en la passant à l'hydrogène vert, on va avoir des gains puisque l'hydrogène gris est émettrice et non pas l'hydrogène vert. Donc, c'est justement là, vers ça que le Québec là, souhaite aller pour réduire ses GES dans ces deux secteurs-là. La stratégie en soi, 3 axes distincts. Premier axe, environnement d'affaires. Deuxième axe, connaissance et innovation. Et troisième axe, collaboration, information et promotion. Regardons ce qu'on veut faire dans chacun de ces axes-là. Premier axe, environnement d'affaires. 2 objectifs distincts. Le premier, on veut développer les infrastructures de production et de distribution ici au Québec. Présentement, il n'y a qu'un seul électrolyseur en fonction au Québec. Il faut accélérer ensemble le déploiement de ces actifs-là, justement pour pouvoir produire et utiliser de l'hydrogène vert chez nous. Il y a plusieurs projets dans les cartons, on le sait, vous le savez, vous les connaissez entre vous. Et on doit justement prioriser ces projets-là. La demande est forte, le secteur énergétique est en ébullition. La production d'hydrogène vert reste compatible avec le système énergétique du Québec parce qu'il est interruptible, parce que c'est bon pour notre gestion de pointe. Donc oui, on y croit et on doit l'accélérer. Quant à la bioénergie, nous sommes déjà très actifs, vous le savez, notamment en gaz naturel renouvelable, GNR. Pour ce qui est des biocarburants, plusieurs mesures sont en place pour atteindre l'objectif d'accroître la production au Québec. C'est des mesures qui sont en marche. Un programme de soutien, entre autres, à la production du GNR, les crédits d'impôt qu'on a pour la production de biocarburants qui ont été annoncés dans le budget 2022. Je crois d'ailleurs que certains d'entre vous étaient assez satisfaits de cette annonce-là. Donc oui, c'est des éléments qui nous permettent d'aller de l'avant. Ce qu'on va venir faire ici, petit aparté, la stratégie biocarburant hydrogène vert, c'est 1,2 milliard de dollars qui sera investi spécifiquement pour cette stratégie-là. Ici, on parle beaucoup d'investissement dans l'aide au CAPEX pour à la fois les producteurs, pour stimuler l'offre, et à la fois pour les demandeurs, pour stimuler la demande. Donc, des fois, ça prend en fin de compte de l'aide financière pour les actifs, des ajustements pour recevoir, en fin de compte, des bioénergies en remplacement du mazout ou d'autres choses, ou l'hydrogène vert. Sur le 1,2 milliard de la stratégie, l'axe 1, c'est 1,49 milliard. Donc, on voit que l'aide, justement, CAPEX, demande offre, et OPEX momentané dans la différence de coût, par exemple, entre une énergie, l'hydrogène vert et l'hydrogène gris, va être les parties qu'on va venir supporter pour s'assurer, en fin de compte, que l'écosystème évolue. L'objectif 2, accroître l'utilisation de l'hydrogène vert et des bioénergies. Ici, justement, l'hydrogène vert et les bioénergies produites au Québec doivent être utilisées, je le mentionnais et je le répète ici. Une demande locale qui est plus forte est un facteur clé de la réussite. Donc, premièrement, on a créé un marché local par une réglementation. On est venu réglementer. On a commencé avec l'adoption de règlements sur l'injection de gaz naturel renouvelable à l'intérieur du gaz. Nous avons adopté également un règlement sur la teneur minimale de contenu à faible intensité carbone dans l'essence, dans le diesel, sur le GNR. Donc ça, c'est des gestes réglementaires qu'on a posés pour le stimuler. Ensuite, on va continuer de financer la conversion, comme je le mentionnais, vers de l'hydrogène vert, vers les bioénergies. De 2 façons. On va supporter le coût en CAPEX des installations.
Puis on va également supporter l'écart de prix en OPEX momentané dans un décrescendo pour s'assurer justement l'adoption de nouvelles sources d'énergie. Alors, on a déjà, en fin de compte, des programmes qu'on utilise, Technoclimat, Éco-Performance que vous connaissez. On va venir, comme je disais, financer l'OPEX dans certains procédés. On a une enveloppe spécifique pour ça, de 100 millions de dollars là, pour ce financement d'écart de coûts. On pourrait venir combler, à titre d'exemple, la différence de prix entre, tantôt je disais l'hydrogène vert, l'hydrogène gris, mais entre le biocharbon et le charbon. Pensez à ce que vous voulez. Tout ce qui est moins émetteur, qui coûte plus cher momentanément, on va venir induire par un support, justement pour s'assurer de l'intégration de ces énergies-là renouvelables ou moins émettrices à l'intérieur de notre écosystème. Deuxième axe, connaissance et innovation. Alors, encore là, il y a deux objectifs, là, connaissance et innovation. On veut améliorer les connaissances et leur diffusion, puis on veut développer justement des solutions et des procédés innovants ici au Québec. Tantôt, je disais qu'on c'est hors de question qu'on exporte l'hydrogène vert, mais on serait assez tenté d'exporter l'expertise. C'est ça qu'on veut exporter au Québec. Notre expertise qu'on va développer dans ces domaines-là, qui sont des domaines de pointe. Alors, on est déjà en action. Il faut accélérer justement la cadence en matière d'acquisition de connaissances. Par exemple, il va être important d'analyser l'ensemble du cycle de vie, des différentes filières, justement pour s'assurer qu'on va faire les bons choix. Il va falloir aussi s'assurer d'une utilisation optimale. Par exemple, la biomasse disponible. Comment on va l'utiliser, cette biomasse disponible-là, de manière optimisée, la plus efficiente? On va vouloir préciser également, c'est quoi la quantité d'hydrogène qu'on utilise déjà au Québec, qui pourrait être remplacée. Donc là, on a besoin de venir raffiner nos connaissances pour être certain de poser et de faire les bons choix. On est déjà en cours présentement pour clarifier ce portrait-là, à la fois avec le ministère et les institutions scolaires universitaires du Québec. En finançant justement de nouveaux programmes d'études, avec la mise à jour de programmes déjà existants, on veut s'assurer de développer une main-d'œuvre qualifiée. On va soutenir également nos institutions d'enseignement. Là, on a des annonces qui vont venir à la fin de la présentation, afin qu'elles soient justement constamment à jour, parce que le secteur énergétique, vous le savez comme moi, vous le savez mieux que moi, bouge excessivement rapidement à travers le monde, et ici au Québec, on ne fait pas exception. Alors, on va financer notamment la chaire de recherche sur les bioénergies et les biocombustibles de l'Université de Sherbrooke. Alors, entre autres, l'Université de Sherbrooke va participer avec nous. Maintenant, le troisième axe, c'est le dernier. On l'appelle collaboration, information, promotion, qui comporte deux grands objectifs. L'objectif 5, accroître l'engagement des acteurs publics et privés en faveur du développement des filières de l'hydrogène vert et des bioénergies, pour arriver justement à décarboner notre économie et pour s'assurer d'un développement complet, entier de ces deux filières-là. Tout le monde doit être mis en contribution. Vous êtes le bel exemple ici aujourd'hui. On doit additionner tous les acteurs qui peuvent faire une différence, qui peuvent mettre l'épaule à la roue. Du côté du gouvernement, on est en marche. Un partenariat a été développé, entre autres, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, en France. Et nous devons poursuivre justement nos démarches afin de faire connaître clairement le Québec pour ce qu'on prétend, pour un joueur majeur dans ces filières-là de bioénergie et d'hydrogène vert. Nous voulons, comme je le répète, ça va faire 3 fois, donc je suppose qu'après 3 fois, ça va être incarné. On ne veut pas exporter notre hydrogène vert, mais exporter notre savoir-faire, nos connaissances, notre potentiel, notre intelligence, notre génie québécois, ça, là, on est prêt n'importe quand. Alors, c'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on va faire avec vous, sur lequel on va travailler. Notre réseau, entre autres, de chefs de poste du Québec, qui est partout à travers la planète, nos délégations générales notamment, vont également être appelés à jouer un rôle pour positionner le Québec. Honnêtement, là, petit aparté encore, on a livré les minéraux critiques et stratégiques, puis là, on livre la stratégie sur l'hydrogène. Quand je croise une ou un délégué général du Québec, ils me disent que partout où ils sont, peu importe,
Ils se font parler des minéraux critiques et stratégiques et du volet hydrogène partout. Donc, nous, on veut justement s'inscrire pleinement dans cette vision pour faire montrer la valeur ajoutée du Québec dans ces deux aspects-là. L'objectif numéro 6, favoriser la mobilisation des communautés locales et autochtones, justement au développement des filières. C'est un des éléments les plus importants pour moi. Si on veut réussir à développer les bioénergies et l'hydrogène vert, l'utilisation des ressources naturelles au Québec, au bénéfice de qui? Au bénéfice des Québécois, des Québécoises, au bénéfice de qui plus particulièrement? Au bénéfice des régions du Québec. Moi, j'ai la chance de représenter la Côte-Nord. Je vois plusieurs gens de la Côte-Nord, donc M. Gagnon, entre autres. J'ai également la chance de représenter Gaspésie-les-Îles. Je vois du monde de la Gaspésie, Simon. Faire un développement économique basé sur une stratégie de l'hydrogène vert, des biocarburants, comme les éoliennes, comme d'autres choses, il faut voir les retombées socio-économiques vont être où? Pour qui? Moi, je vois, en titre d'exemple, l'hydrogène vert comme un hub où j'ai une industrie qui peut certainement modifier ses pratiques actuelles, métallurgiques par exemple, avec une source hydroélectrique à proximité, une transformation, puis là, on est intégré. Les réductions GES sont ici, maintenant, chez nous, pour nous, l'économie qu'on développe pour le Québec, pour les régions du Québec. Alors clairement, si on veut réussir ce vaste projet collectif ensemble, il faut que ce qu'on se dit aujourd'hui, que vous prenez votre baluchon, vous retournez également, puis vous partagiez ces informations-là. On doit informer, on doit communiquer, on doit parler de cette stratégie-là, de son potentiel auprès de nos communautés pour que ces gens-là disent « Hey, je veux en être moi aussi, je veux y participer », puis qu'il y ait une émulsion des idées, de la créativité partout au Québec liées à ça. Donc, encore là, ces deux objectifs-là sont essentiels. On veut du développement socio-économique au Québec pour le développement socio-économique des régions du Québec. Et la stratégie a tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. On a besoin de l'implication des communautés locales, des communautés autochtones. On souhaite donc offrir, avec le ministère, avec les joueurs de l'industrie, une triade, là, ministère, joueurs de l'industrie, communauté locale, justement pour que l'accompagnement nécessaire pour une compréhension commune de nos objectifs, de comment on va y arriver, se fasse de la manière la plus naturelle. Alors, chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous. On va faire notre rôle. Puis ensemble, on va aller réussir ce développement économique. Comme le mentionnait Benoît, la stratégie qu'on a devant nous, c'est 4 mégatonnes de réduction de GES à terme. Je pense que c'est la CETAT suivante, si je ne me trompe pas. Et voici. Alors, l'image suivante. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire ici? À elle seule, 1,2 milliard d'investissements 2021-2026. Horizon 2030. Ce qu'on voit, c'est que ça va nous permettre d'atteindre 13 % la stratégie ici de la réduction. L'objectif, c'est 31,7 mégatonnes, je pense. Ça en fait 4. Ça fait 13 %. 4 mégatonnes, c'est l'équivalent d'enlever à 3,6 tonnes à peu près par véhicule. 1,2 million de véhicules à essence équivalent de moins sur nos routes. Et naturellement, 1 milliard de litres de pétrole de moins au Québec. Il n'y a pas, quand on regarde les stratégies qu'on a au gouvernement, il n'y a pas une façon plus efficiente, c'est-à-dire les ressources investies pour obtenir des résultats, qui est meilleure que la stratégie qu'on a devant nous, auquel on vous invite à participer. Les montants qu'on a prévus pour y arriver avec ces résultats-là, il n'y a pas une stratégie liée à ces objectifs-là qui est plus performante en termes d'efficience. Alors, oui, il faut y adhérer, oui, il faut travailler ensemble pour y arriver. On est déjà en action. Je compléterai rapidement, il me reste 5 images. Le MERN, le ministère est déjà en action. Premièrement,
Plusieurs actions ont été mises en place depuis 2018. On n'a pas arrêté de travailler, mais voici justement quelques mesures concrètes que j'annonce aujourd'hui, mais qui sont connues de ceux qui en bénéficient. Merci d'y être. Alors, je vous annonce premièrement que nous avons désormais à mon ministère, à notre ministère, un bureau sur l'hydrogène vert et les bioénergies qui est dirigé par Mathieu Pailleur, qui est notre grand spécialiste dans ces matières. Il y a toujours réponse à mes questions, puis ça m'impressionne beaucoup parce que je pose beaucoup de questions. Alors, Mathieu, qui va être sous l'autorité de Dominique Deschênes, sous-ministre associé, qui est sous l'autorité de Marie-Josée. Alors, c'est là qu'on va concentrer l'expertise du gouvernement en matière d'hydrogène vert, de bioénergie, qu'on va bâtir en synergie avec les autres ministères impliqués, naturellement. Le ministère de Benoît, Environnement, avec le PEV, le PMO, donne les grands objectifs. Puis nous autres, on est un peu, sur plusieurs égards, le bras opérateur pour dire, OK, les objectifs, on va les opérer. Donc, il y a une synergie à avoir avec l'équipe à Benoît, avec l'équipe de FITS. OK, mais en termes économiques, qu'est-ce que ça va donner avec mes collègues? Donc, c'est là qu'on va opérer, en fin de compte, cette espèce de guichet ou bureau de projet à l'intérieur du ministère. Deuxième chose qu'on annonce aujourd'hui, subvention au Bureau de normalisation du Québec pour la création d'une norme sur l'intensité carbone de l'hydrogène. Alors ici, c'est justement quelque chose qui va être élaboré conjointement avec l'Association canadienne de normalisation. C'est une norme qui va justement permettre de démontrer que l'hydrogène vert du Québec, nos ambitions, se démarque en fin de compte des autres formes d'hydrogène. On le fait un peu pour le secteur minier avec la traçabilité, mais là, on vient dire, hey, l'hydrogène vert qu'on a chez nous, là, avec une norme, là, on va dire que c'est le meilleur. On le sait que c'est le meilleur, mais là, on va avoir une norme qui va venir l'appuyer, qui va faire en sorte qu'on va avoir une super carte de visite pour dire l'expertise qu'on a ici, on peut vous l'exporter et non pas l'hydrogène. Troisième annonce qu'on fait aujourd'hui. J'annonce la création d'une aide financière de 2,5 millions pour la création d'un réseau de chaleur à partir de rejets thermiques issus d'une centrale de cogénération à la biomasse de Saint-Félicien. Donc, certains d'entre vous connaissent ce projet-là. Alors, c'est une création d'un réseau d'eau chaude qui va permettre justement de valoriser pleinement la biomasse. Et plusieurs autres projets vont venir se greffer à l'intérieur de ce projet-là, autour de ça, dont plusieurs de bioénergie. Donc, la valorisation qu'on va aller chercher avec ce projet-là, des rejets thermiques, surtout lorsque produit à partir de biomasse, on disait toujours, des fois, on perd de l'énergie, là, ça va aux petits oiseaux, bien, on va essayer de la capter, de l'introduire à l'intérieur de nos processus. Et je pense que ça va jouer un rôle déterminant, là, justement, cette efficience-là de l'utilisation de l'énergie. Alors ici, on a un beau projet de démonstration qui va nous démontrer l'efficacité de ça. Une annonce qui me tient particulièrement à cœur, les autres aussi, là, mais celle-là particulièrement à cœur. D'ailleurs, je salue les gens ici là, qui y participent. J'ai le plaisir d'annoncer le versement de 12,5 millions de dollars au Réseau québécois sur l'énergie intelligente, piloté par l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Escouade Énergie. Je l'ai dit plus tôt, ce qu'on souhaite faire ensemble, c'est justement de développer un savoir et une connaissance autour de l'hydrogène vert, autour des bioénergies. Ce réseau-là, c'est par la création, on vient consolider à la fois des chaires de recherche, faire des liens avec les zones d'innovation du MEI, de Pierre Fitzgibbon, mais c'est de mettre en place, surtout, c'est ça qui est novateur, des plateformes de démonstration. Concrètement, le montant va permettre quoi? Parce que, tu sais, on veut le concrétiser, d'installer jusqu'à 17 équipements qui vont être spécialisés, qui vont servir de manière spécifique à la formation, à la recherche sur l'hydrogène. Alors, et c'est multi-usagé. Donc, c'est ça la beauté de la chose, dont on n'a pas toujours été habitué dans les réseaux. Donc, je vous en félicite, puis on va continuer de vous appuyer, parce que le fait de mutualiser justement ces équipements-là entre les 15 établissements qui sont acquéreurs et leurs collaborateurs, tous répartis sur l'ensemble du territoire québécois,
Je pense que ça va nous permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, ensemble, justement, parce que notre génie, quand on l'additionne, bien, c'est plus que la somme de ses parties. Donc, on compte sur vous. Puis finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va lancer sous peu un appel d'intérêt pour la création d'écosystèmes énergétiques régionaux. C'est une enveloppe de 82 millions qui est réservée pour cet appel d'intérêt. Alors, c'est quelque chose qui est ressorti très clairement dans le cadre des consultations. Il faut créer des synergies locales, des hubs, ce qu'on appelle, autour de projets de production. Alors, évidemment, cette approche-là est complémentaire à celle de mon collègue Pierre Fitzgibbon là, sur les zones d'innovation. Certaines pourraient s'entrecouper, mais on voit bien que ces hubs-là de production, de consommation, de connaissances, c'est une valeur ajoutée dans le processus qui nous appelle à la stratégie. Alors, voici en fin de compte, la stratégie qu'on a devant nous. Je pense que... Merci. Merci. Merci, merci. Hey, c'est très apprécié. En terminant, avant la vidéo, je voulais redire une dernière fois, premièrement, vous remercier sincèrement, l'ACPER. Vous avez été indéfectible dans notre approche, dans nos consultations, pour nous accompagner, pour justement être en mesure d'avoir une stratégie qui est cohérente, qui est, oui, ambitieuse, mais qui est responsable, qui ne saute pas d'étape. Vous nous avez fait réfléchir, puis vous nous avez fait poser, à mon avis, les bons gestes, parce qu'on a fait 2 tours de consultation pour s'en assurer. Je vous remercie infiniment. Je tiens à remercier également, sincèrement, tous mes collègues du ministère, qui, pour eux, là, c'est une des grandes journées professionnelles de leur vie, parce qu'ils ont travaillé fort, ils ont trimé dur sur des secteurs qui, somme toute, l'hydrogène. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, quand j'étais en Berlin pour me parler d'hydrogène, j'avais un sourire en coin, je disais oui, cause toujours. Puis on est là aujourd'hui, parce que ça avance rapidement et les équipes, clairement, démontrent l'avenir de l'hydrogène vert au Québec et son fort potentiel qui est avéré. La même chose pour les... Alors, félicitations, l'équipe. Alors, je vous remercie, puis je vous laisse sur une vidéo que certains d'entre vous ont déjà vue, mais qui vaut la peine de se remémorer si le cue est bon, puis vous êtes capable de nous la mettre. Merci. Près de 70% des émissions des gaz à effet de serre du Québec proviennent de l'énergie fossile. Dans ce contexte, le Québec, chef de file en énergie verte, compte décarboner son économie en diversifiant ses sources d'approvisionnement en énergie et en misant sur son expertise en électricité issue de sources renouvelables. Étant donné qu'il n'est pas possible à moyen terme d'envisager l'électrification intégrale de notre économie, des sources d'énergie alternatives doivent être déployées. La production d'hydrogène vert et de bioénergie comblerait la demande en énergie là où l'électrification directe n'est pas possible pour des raisons techniques ou économiques. Le déploiement de cette stratégie mise sur une utilisation judicieuse de notre électricité renouvelable ainsi que sur une valorisation optimale de nos ressources naturelles et de nos matières résiduelles. Elle stimule notre économie, augmente notre autonomie énergétique et améliore notre balance commerciale en diminuant la quantité d'énergie fossile importée. Tout le monde y gagne. L'hydrogène vert et les bioénergies agissent en complémentarité. Ensemble, ils vont permettre de diminuer la quantité d'émissions de GS de 4 millions de tonnes par année. C'est l'équivalent de retirer plus d'1 million de véhicules à essence de nos routes.
Leur utilisation va aussi contribuer à atteindre la cible que nous nous sommes fixée de réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers. Ainsi, le Québec consommera près d'1 milliard de litres de pétrole en moins. La stratégie se traduira par des investissements majeurs faits chez nous. Grâce à elle, nous nous dotons d'outils supplémentaires pour accélérer la transition énergétique, stimuler la vitalité socio-économique de nos régions et décarboner notre avenir. En collaboration avec les acteurs des milieux publics et privés et avec les communautés locales et autochtones, contribuons ensemble à ce projet de société verte et durable.